Bienvenue, la grande édition en direct sur i24 News, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. On commence à compter les jours avant la prochaine entrevue entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou. Elle est prévue pour la semaine prochaine et c'est l'Iran qui s'impose une fois de plus comme le test majeur de la relation. Le Premier ministre israélien s'apprête à informer Washington de possibles nouvelles frappes contre des cibles iraniennes. Notification ou coordination. Derrière l'image d'une alliance solide, des lignes de fracture apparaissent. Un constat valable encore plus dans le dossier syrien. La Maison-Blanche rejette la demande de Jérusalem de maintenir les sanctions visant Damas. Éclairage dans quelques instants. À Gaza, le surplace de tous les dangers pour le plan Trump. Grand bénéficiaire de la situation pour l'instant, le Hamas. Le Hamas qui reconstitue son emprise et ses capacités dans l'ombre du cessez-le-feu. Nous partirons vérifier ces évolutions au plus près du terrain avec un reportage exclusif. Nous découvrirons aussi pourquoi l'ONU fait marche arrière et affirme qu'il n'y a pas de famine dans ce territoire. Et puis le dossier qui va nous accompagner tout au long de cette semaine, l'axe des énergies au Moyen-Orient. Comment gaz et pétrole ont redessiné la région depuis environ un siècle? Détiennent-ils la clé de la stabilité, voire de la paix régionale? Dernier exemple en date, le deal hors norme signé la semaine dernière entre les voisins israéliens et égyptiens. Une question à laquelle nous tenterons de répondre tout au long de cette semaine. La diplomatie peut-elle suivre le tracé des routes de l'énergie plutôt que celui des idéologies? Autrement dit, le rationnel peut-il ici triompher de l'irrationnel? Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Une alliance stratégique qui aura donc rarement été autant secouée. La visite annoncée de Benyamin Netanyahou aux États-Unis la semaine prochaine sera peut-être encore plus scrutée que les précédentes. Gaza, Syrie et donc Iran. Les divergences s'accumulent entre les deux administrations. Les préoccupations sécuritaires d'Israël viennent contredire parfois les intérêts économiques et diplomatiques de Donald Trump. Alors que dira le président américain si des plans d'attaque visant Téhéran lui sont présentés? Beaucoup d'inconnus à ce stade, comme nous l'explique Mathieu Winding. Les missiles balistiques iraniens sont une menace pour Israël. Avant la guerre des 12 jours, quand des négociations avec l'Iran étaient en cours, Benyamin Netanyahou avait rappelé l'importance de cette menace. Je pense que nous devrions inclure les missiles balistiques et la prévention du développement de missiles balistiques. Pendant la guerre, les missiles balistiques iraniens étaient sur le même plan que le nucléaire. Notre objectif est double, le nucléaire et les missiles balistiques. Nous allons les éliminer. Nous sommes en train de mener à bien l'élimination de ces menaces. Maintenant, avant son voyage aux États-Unis, certaines sources affirment que Benyamin Netanyahou dévoilera à Donald Trump ses plans pour frapper l'Iran et son programme de missiles balistiques. À Jérusalem, mais aussi aux États-Unis, le nombre croissant de missiles balistiques est pris très au sérieux. Récemment, ce sont deux grandes chaînes de télévision américaines qui mettent en garde contre la production iranienne de missiles balistiques. Un reportage de NBC donne le chiffre de 3000 nouveaux missiles iraniens par an. L'Iran serait également en train de rétablir ses capacités de production pour les missiles balistiques endommagés par l'opération Éveil du Lion. Les gardiens de la Révolution ont organisé il y a 2 semaines des manœuvres militaires durant lesquelles la marine de l'organisation paramilitaire a tiré des missiles balistiques et de croisière sur des cibles simulées dans le golfe Persique. Cette démonstration de force a été largement couverte par les médias étatiques iraniens qui décrivent des tirs massifs de missiles et de drones. La tactique iranienne serait d'engorger les systèmes de défense antiaériens en Israël. Lors de la guerre des 12 jours, les tirs de missiles ont tué 28 personnes. Plus de 3000 personnes ont été blessées ou traitées dans les hôpitaux israéliens. La société civile iranienne adresse un message à Jérusalem sur les réseaux sociaux. Des Iraniens disent à Israël « Ne nous attaquez pas, le régime tombera tout seul ». L'Iran fait face à de nombreuses crises, pénurie d'eau, d'électricité, sécheresse historique, flambée des prix liés au retour des sanctions internationales. L'Iran en difficulté, mais toujours plein de ressources et d'envie pour continuer son combat contre Israël. Nous sommes en ligne ce soir avec Dani Ayalon. Bonsoir, merci à vous d'être avec nous. Vous êtes ancien vice-ministre israélien des Affaires étrangères et ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Est-ce que d'abord vous pensez que les priorités américaines et israéliennes, elles restent vraiment alignées, notamment lorsqu'on parle de l'Iran aujourd'hui? Cela dépend, évidemment, comment les Américains voient les choses. Selon ce que je comprends, les Américains qui ont mis toute leur attention au nucléaire iranien et toutes leurs menaces, et là, tout à coup, on parle de missiles. Les missiles iraniens deviennent un problème extrêmement grave, pas seulement contre Israël. Ça, c'est la vraie menace.
Le défi de Netanyahou sera de convaincre Trump qu'il faut lever cette menace. Israël n'a pas besoin, et je ne pense pas qu'elle voudra le faire seule, mais seulement avec les Américains, parce que les Américains sont ceux qui peuvent nous fournir de nouveaux armements et la logistique et le renseignement, et peut-être la chose la plus importante, nous donner la légitimité, en particulier au Conseil de sécurité, où ils peuvent utiliser leur veto contre toute décision contre Israël. Alors en effet, l'Iran est la première chose, mais il y a d'autres sujets, le Hamas, le Hezbollah, la Syrie, bref, il y a tout un programme lors de cette visite. Alors justement, on comprend en vous écoutant que tout se décidera finalement à Washington, mais vous pensez quand même que Benyamin Netanyahou s'apprête à coordonner des frappes contre l'Iran, éventuellement, évidemment, avec les USA, ou bien placer Donald Trump quelque part devant le fait accompli, quitte à ce que Tsahal agisse tout seul au final. Est-ce que ça fait partie des scénarios, une action en solo d'Israël? Non. Je ne pense pas qu'Israël pourra le faire sans se coordonner avec les États-Unis. D'abord, nous avons déjà vu que la coordination avec les États-Unis est extrêmement proche et très importante. Si vous vous en souvenez, David, lors de la guerre des 12 jours, il y avait déjà des avions israéliens. Le 12e jour, à la fin du 12e jour, il y avait des avions israéliens en route vers l'Iran pour donner encore un dernier coup. Et ils ont revenu à leur base parce que Trump leur a demandé de le faire. Donc, nous voyons que dès à présent, on a un précédent qu'Israël ne fera pas quelque chose en Iran sans les Américains. Et il y a encore un élément, et nous le savons, lors de la précédente guerre, celle des 12 jours, il y a eu, ils leur ont fait un coup fourré entre Trump et Netanyahou. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé au public qu'ils n'étaient pas du tout d'accord, qu'ils étaient très tendus, les relations étaient difficiles, et pourtant les États-Unis ont continué à négocier avec les Iraniens sur le nucléaire. Tout cela a amené la situation à une surprise totale du côté iranien au début de la guerre. Il est très possible que maintenant aussi, nous ne puissions pas ne pas prendre en compte qu'il y a une coordination ici à nouveau face aux Iraniens. Voilà, pourquoi pas une nouvelle pièce de théâtre, effectivement, entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou. En tout cas, les Américains qui chercheront sans doute leurs intérêts, notamment économiques, dans cette affaire. Merci beaucoup, Dani Ayalan, d'avoir été avec nous. Merci à Gisèle Abazon pour la traduction. Alors, un autre dossier qui met à l'épreuve également, cette alliance israélo-américaine. Tout va très vite. En Syrie, Washington n'a pas tardé à répondre à l'embuscade de Daesh, fatale, souvenez-vous, à 3 Américains la semaine dernière. Et bien, lancement d'une série de frappes, des représailles qui devraient durer plusieurs semaines. En parallèle, la Maison-Blanche a rejeté, on disait, la demande d'Israël de maintenir les sanctions contre Damas. Une compensation pourrait être accordée à Jérusalem. Alors laquelle, et suffira-t-elle surtout à rassurer les Israéliens? On fait le point tout d'abord avec Eva Fasseli. Washington rejette la demande de Jérusalem de maintenir les sanctions américaines contre la Syrie. Des proches de Benyamin Netanyahou auraient tenté de convaincre des membres de l'entourage de Donald Trump de maintenir une partie des sanctions en réserve dans l'optique de futures négociations diplomatiques. L'initiative n'a toutefois pas abouti. Les conseillers du président américain s'y seraient opposés, privilégiant une levée totale des mesures restrictives. L'administration Trump aurait toutefois promis à Israël une forme de compensation politique ou stratégique pour contrebalancer ce refus. Cette décision intervient après un vote clé du Congrès américain à l'issue duquel les parlementaires ont approuvé la suppression définitive des sanctions imposées à la Syrie sous l'ancien régime de Bachar el-Assad. Ces sanctions avaient quasiment isolé la Syrie du système financier international. Leur levée ouvre la voie à un retour progressif des investissements étrangers. Ahmed al-Shara, ancien chef djihadiste à la tête du nouveau pouvoir syrien, avait fait pression pour une levée complète des restrictions, estimant que leur simple maintien dissuadait toujours les entreprises internationales. Son organisation Hayat Tahrir al-Sham a été retirée en juillet de la liste américaine des organisations terroristes. Washington continue néanmoins de renforcer son action militaire en Syrie. Les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives hier contre l'État islamique en représailles à une embuscade ayant coûté la vie à 2 soldats américains et à un interprète. L'opération baptisée Hawk's Eyes pourrait durer plusieurs semaines. Selon le Pentagone, il ne s'agit pas d'une nouvelle guerre, mais
d'une opération de représailles ciblées. Si l'État islamique ne contrôle plus de territoire, il compterait encore des milliers de membres, misant désormais sur des attaques terroristes et de la propagande djihadiste en ligne. On résume, les États-Unis impatients donc de réintégrer Damas dans le jeu régional au risque de renforcer des ennemis d'Israël. Sujet sensible qui mériterait au moins 3 questions. On va aller poser ces 3 questions à David Rigoulet-Rose. Bonsoir et merci. Vous êtes chercheur à l'IFAS, l'Institut français d'analyse stratégique. Alors, quand les USA frappent Daesh en Syrie, est-ce qu'ils font au passage un petit peu mal quelque part à Al-Shara, qui fut l'un des leurs il n'y a pas si longtemps? Non, l'idée, c'était effectivement vous avez rappelé la levée des sanctions. Pour les Américains, l'enjeu immédiat, c'est la stabilisation du pays, et donc c'est le maintien d'Ahmad al-Shara, et dont la contrepartie est de donner des gages sur la lutte contre Daesh. Il se trouve qu'il y a une résurgence des cellules de Daesh, notamment dans la Badia, les zones du désert, et aujourd'hui, notamment depuis que le président Ahmad al-Shara a intégré le 10 novembre dernier la coalition internationale contre Daesh, en fait, il se retrouve lui-même la cible des plus extrémistes au motif qu'il aurait trahi la cause. Et donc, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, dans l'incident grave qu'il y a eu le 13 décembre, en réalité, c'était un incident de type green on blue, c'est-à-dire un extrémiste qui avait été intégré aux nouvelles forces de sécurité et qui devait finalement, après un signalement, en être exclu à brève échéance. Et il se trouve que l'incident est intervenu. Donc, c'est très compliqué pour les Américains qui voulaient se désengager et laisser une sous-traitance de la lutte contre Daesh à la nouvelle gouvernance. Donc il y a des arbitrages compliqués. C'est pour ça qu'aujourd'hui les Américains sont obligés de maintenir une présence au point même d'envisager l'installation d'une base aérienne à Damas même. Et là c'est aussi pour rassurer Israël. Effectivement. Alors justement, pourquoi d'après vous les Américains s'empressent en ce moment de lever les sanctions visant la Syrie contre l'avis quand même de leur allié israélien avant d'avoir quand même levé, dissipé les doutes quant aux intentions, quant à l'agenda du régime al-Shara? Parce que le président al-Shara a donné certains gages quand même, et notamment dans l'obstruction faite à la reconstitution d'un hub iranien au profit du Hezbollah. On sait qu'il y a des trafics d'armes qui existent encore, mais effectivement, d'ailleurs le CENTCOM, l'US CENTCOM, qui est commandé aujourd'hui par l'amiral Brad Cooper, a félicité officiellement la nouvelle gouvernance pour sa collaboration justement antiterroriste. Alors d'abord contre la dynamique iranienne qui veut se maintenir, et puis contre Daesh. Donc il est considéré comme un interlocuteur, faute de mieux, diront certains, pour Washington, mais ça explique aussi effectivement le soutien pour l'instant non démenti de Trump à la nouvelle gouvernance. Donc faire avec la réalité actuelle en Syrie. Alors on sait qu'Israël résonne en termes de menaces existentielles, que ce soit l'Iran, que ce soit la djihadiste, alors que les États-Unis, il y a peut-être une vision un peu moins long terme. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de collusion en Syrie aujourd'hui entre les intérêts de Washington et ceux d'Israël, de Jérusalem? Ça s'est manifesté notamment à propos de l'affaire de Soueïda, le soutien aux Druzes, puisque effectivement on a vu qu'il y avait un interventionniste de Tsahal assumé publiquement et des doutes affichés vis-à-vis de la nouvelle gouvernance justement à Damas, au point d'aller bombarder d'ailleurs des bâtiments officiels. Et il se trouve que le président Donald Trump a demandé que ça cesse, et justement parce qu'il ne veut pas qu'il y ait une déstabilisation du régime de transition pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Mais en même temps, il s'agit de rassurer Israël. C'est pour ça que j'évoquais la base justement à Damas, pour essayer de combiner les intérêts contradictoires et l'idée d'essayer de formaliser un accord de sécurité minimal entre Damas et Jérusalem, sans aller jusqu'à formaliser un accord de type Abraham, mais en tout cas un accord de sécurité minimal qui puisse rassurer toutes les parties. Donc un pied américain qui va rester en Syrie a priori au moins un court moyen terme. Merci beaucoup à vous David Rigoulet-Rose d'avoir répondu ce soir en direct à nos 3 questions. L'actualité à présent dans la bande de Gaza, avec d'abord ce nouveau rapport des Nations Unies. Il concerne l'évaluation de la situation humanitaire. Alors pas de traces de famine depuis le cessez-le-feu. En revanche, l'état d'urgence nutritionnelle est indiqué, mais la faute à qui? Pas sûr que ce rapport ne réponde avec précision à cette question pourtant si cruciale. Eva Faceli.
Selon le rapport de l'IPC, l'organisme mandaté par l'ONU pour évaluer les situations de famine à travers tout le globe, l'ensemble de la bande de Gaza est classé au niveau 4 sur 5, un état d'urgence nutritionnelle. Un point est clairement établi, aucune zone n'est classée au niveau 5, celui de la famine. Ces conclusions sont néanmoins fermement rejetées par Israël. Le COGAT, l'organisme israélien de coordination gouvernementale dans les territoires, qualifie le rapport de déformé et sans fondement. Selon les autorités israéliennes, 600 à 800 camions entrent chaque jour dans la bande de Gaza. Environ 70% transportent de l'aide alimentaire, les 30% acheminent du matériel médical, des tentes, des abris, des vêtements et de l'aide humanitaire essentielle. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, près de 30 000 camions d'aide alimentaire seraient entrés dans la bande de Gaza. Israël critique également la méthodologie d'évaluation de l'IPC. Les experts israéliens n'auraient été consultés qu'après la finalisation du rapport. Lors de cette rencontre, des données complètes, quotidiennes et vérifiées sur les volumes d'aide ont été présentées. Mais selon le COGAT, l'IPC a choisi de ne pas en tenir pleinement compte. De son côté, l'IPC reconnaît les limites de son évaluation. Rafah n'a pas été analysé faute de données en raison des évacuations massives. Dans le nord de Gaza, les informations restent partielles. Les autorités israéliennes rappellent des prévisions alarmistes qui, par le passé, ne se sont pas concrétisées. Face aux faits, l'IPC reconnaît aujourd'hui qu'il n'y a pas de famine à Gaza. Il y a une situation au point mort à Gaza, le Hamas et la Turquie qui exigent qu'Israël respecte, je cite, ses engagements dans le cadre de la phase 1 de l'accord. Et puis Israël, de son côté, qui appelle les médiateurs à ordonner au Hamas de reprendre les recherches pour retrouver le corps du dernier otage, à savoir Ran Gvili, conformément à l'accord. On interroge ce soir Raphaël Jérusalemi. Bonsoir et merci d'être avec nous, ancien officier du renseignement militaire israélien et auteur de l'ouvrage qu'on va voir, voilà, Tribune de guerre aux éditions David Reinhardt. Alors vous signez aussi une tribune passionnante là aujourd'hui dans les colonnes du site i24 News. Vous dites notamment que ce plan Trump pose de vrais problèmes stratégiques à Israël. Est-ce que Israël en serait pour l'heure le perdant quelque part de ce plan Trump, d'après vous? Pour l'instant, oui, dans la mesure où on voit que la phase numéro 1 s'est très mal déroulée, en fin de compte, avec beaucoup d'accros, avec aucun respect des échéances, des conditions, et il reste encore un otage à récupérer. On espère qu'il y aura une phase 2, malheureusement. Et c'est très problématique. D'abord parce que Donald Trump a fait rentrer deux loups dans la bergerie, qui sont le Qatar et la Turquie. Et on voit aujourd'hui que la Turquie est véritablement un problème pour la continuation sereine de ce plan Trump, car la Turquie est un ennemi juré d'Israël. On ne voit pas très bien comment elle pourrait apaiser la situation à Gaza, alors qu'elle est un suppôt du Hamas. Et c'est la même chose d'ailleurs pour le Qatar. On demande en plus à Israël de la retenue et on parle d'une force internationale qu'on n'a toujours pas vu arriver et dont nous savons que parce qu'elle sera internationale, elle mettra beaucoup de temps à coordonner les efforts des différentes composantes, des différentes armées et qu'elle n'a aucune connaissance du terrain, c'est-à-dire de Gaza, du Hamas, et qu'elle n'a pas un mandat qui lui permet de désarmer le Hamas. Donc en attendant, une chose est certaine, le Hamas se refait une santé, le Hamas reprend son contrôle de la partie de Gaza qui a été évacuée par Tsahal, et c'est extrêmement dangereux pour la sécurité de l'État d'Israël. Mais alors la faute à qui et la faute à quoi? Est-ce que c'est la faute peut-être à une forme de naïveté des Américains vis-à-vis du Hamas? Est-ce qu'à Washington on a considéré le Hamas comme un acteur rationnel quelque part? Alors, je ne sais pas si on peut parler de naïveté ou si sciemment on s'aveugle sur ce qu'est le Hamas, mais une chose est certaine, rien n'est fait, il n'y a pas de levier exercé sur le Hamas. La pression est sur Israël, la retenue est demandée à Benjamin Netanyahou. On a l'impression que Donald Trump donne des consignes et des ordres au Premier ministre israélien, alors qu'il n'en donne pas au Hamas. Et là, il y a un véritable problème sur le plan sécuritaire, qui est le fait que le Hamas recrute de nouveaux militants armés, que le Hamas, comme je l'ai dit, se renforce de nouveau, ce qui ne peut mener qu'à une reprise des combats et à des infractions incessantes d'ailleurs du Hamas. Il y a ici une sorte d'aveuglement américain, mais c'est pas une naïveté, je crois qu'ils savent très bien de quoi il s'agit, et il y a tout simplement ce désir absolu de Donald Trump d'exécuter ce plan, en quoi on le félicite,
mais pas avec le Qatar et pas avec la Turquie, qui sont, comme je l'ai dit, des loups dans la bergerie. C'est déjà saboter ce plan à l'avance que d'avoir de tels acteurs au sein de cette constitution. Voilà, 2 loups dans la bergerie, Qatar et Turquie, si on peut appeler Gaza une bergerie. En tout cas, il est peut-être encore temps de raisonner Donald Trump, on le vérifiera la semaine prochaine avec la visite de Netanyahou à Washington. Merci beaucoup à vous, Raphaël Jérusalemi, pour cette analyse en direct dans la grande édition. Et quand on parle de Gaza, il y a la place aussi pour la politique israélienne. Ce sera notre parti pris ce soir. La classe politique israélienne qui se déchire depuis un moment sur la manière de mener l'enquête au sujet des défaillances ayant entraîné la tragédie du 7 octobre. Eh bien, les ministres du gouvernement Netanyahou ont une idée bien précise de la méthode à suivre. On se tourne vers notre analyste politique, Daniel Haïk. Bonsoir Daniel. Ces ministres de droite veulent commencer par le commencement, c'est-à-dire les accords d'Oslo, dont on connaît le bilan malheureusement, et aussi le désengagement de Gaza en 2005, tout aussi désastreux. Est-ce que ce serait le bon sens d'après vous ? Eh bien, écoutez, je vais répondre en 2 temps. Il y a une certaine logique à effectivement revenir en arrière dans l'histoire de l'État d'Israël pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là, comment une catastrophe telle que celle du 7 octobre a pu se produire. Alors, on peut essayer de revenir en arrière, 30 ans en arrière, à l'époque du processus d'Oslo. On peut, par exemple, revenir au moment de la seconde intifada, où, par exemple, il y avait des phénomènes stupéfiants, comme le fait que dans les territoires en Judée-Samarie, eh bien, un soldat se promenait avec un gilet pare-balles, avec casqué, avec armé, alors que des civils se promenaient tout à fait librement, habillés normalement. Ça peut paraître stupéfiant. Il y avait on peut revenir jusque à l'origine du principe de la retenue. Ipuk Zekor disait à l'époque, Sharon, la retenue, c'est une forme de force. Il y a effectivement, on pourrait revenir, mais je ne sais pas de quelle manière eh bien, cela serait profitable pour l'ensemble de la société israélienne. Parce que si c'est pour faire une nouvelle commission d'enquête d'État ou gouvernementale qui va diviser la société israélienne plus encore, par exemple, que le procès de Benyamin Netanyahou, à quoi cela va servir ? Je vous rappelle que lorsque la commission d'enquête à Granada a été formée au lendemain de la guerre de Kippour, elle a très rapidement, quelques semaines après, publié ses conclusions. Là, on est déjà plus de 2 ans après la guerre. On ne voit pas combien de temps, on voit surtout combien de temps cette commission d'enquête va travailler, si elle revient 30 ans en arrière. Et donc, il faudrait peut-être revenir à une certaine forme de bon sens. Et le bon sens, dirais-nous, vient peut-être permet de maintenir la tradition. À savoir, la Cour suprême peut désigner les composants, les membres de la commission, mais il faudrait que ce soit avec des juges qui soient suffisamment, on va dire, avec un minimum de bonne volonté. Le juge Yitzhak Hamid, le président, oui, mais pourquoi pas aussi le juge Noam Solberg, qui est juge très conservateur, qui est son adjoint. Pourquoi pas ? Et ensuite, parvenir à des conclusions, mais peut-être sans aller obligatoirement vers des destitutions, vers des sanctions contre telle ou telle personne. Les sanctions, tous les Israéliens les ont vécues depuis 2 ans, on les connaît, on a compris qu'il y avait une grande carence. Il faut absolument aller de l'avant, essayer de ressouder la société israélienne. Il faut trouver une solution de compromis qui permette de ressouder la société israélienne et de tirer de véritables leçons sur ce qui s'est passé le 7 octobre. La priorité à l'union nationale, c'est donc le parti pris ce soir de Daniel Haïk. Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous en direct. Et pour comprendre vers où se dirige concrètement la bande de Gaza en ce moment, rien de mieux qu'une immersion sur le terrain. C'est parti pour le reportage. Et on va découvrir ce soir avec certaines images exclusives comment le Hamas s'efforce de reconstruire à sa manière en ce moment la bande de Gaza. Un Hamas qui n'attend ni la force multinationale ni le Conseil de paix de Donald Trump et qui s'attelle à ses grands travaux. Les caméras de i24 News nous offrent un aperçu de ce vaste chantier de rénovation, tandis que la prochaine génération de djihadistes gazaouis se développe déjà sous les pierres. Un reportage signé Baruch Yedid avec Eric Fendler. שהוא מדור שאחרי 7 באוקטובר. מאחורי הקלעים חמאס ימשיך לפעול. נשארנו ושרדנו ואנחנו נערכים למערכה הבאה. תעמולה ארסית ביותר. مخططات الاحتلال في سعيه لتدمير بيوت الله عز وجل. בני משפחתי ימותו. העיר שלי תחרב, אבל זה שווה עבור הג'יהאד.
À la faveur du cessez-le-feu, Gaza a connu une vague de rénovation. Des dizaines de bars à houmous, de restaurants, y compris des restaurants gastronomiques, ouvrent leurs portes. Des iPhones se vendent à chaque étalage. Les marchés sont bondés. Des dizaines de couples se marient grâce au financement de pays arabes. Des bâtiments détruits servent de décor. L'université islamique a aussi rouvert ses portes. Les caméras d'I24 News sont entrées à Gaza et ont trouvé le Hamas se ruant sur la rénovation des sites patrimoniaux, religieux et éducatifs. L'hôpital Shifa, par exemple, autrefois quartier général du Hamas, ouvre de nouveaux services. Voici le service de maternité, celui des consultations externes, et voici les nouveaux couloirs. Et après les ruines, des prières de masse ont lieu dans des mosquées. Même des tentes de déplacés sont devenues des lieux de prière. Mais tout ça se passe à la surface. Ce qui se passe en dessous, nous allons vous le raconter ici. אלוף משנה במילואים דוקטור מיכאל מילשטיין, צהריים טובים, אהלן ברוך. השיפוץ של מסגד אל-עומרי בעזה ושל בית החולים שיפה בעזה הוא בבואה לשיפוץ שעוברת לא עזה, חמאס. זה ממש, זה דברים שחייבים לראות אותם פיזית. הוא רוצה להתחיל מחדש להתנחל במוחות. חינוך? עוד לפני שהם מתעסקים במים, חשמל, רווחה, דרכים, כיתות לימוד, גם אם אין בית ספר. ג'אמעה האסלאמיה. שזה הרחם שמולידה מנהיגים, דף וסינואר, יצאו משם. תופר לנו וללעלם אג'מע. וסוגיית התפילות. بفضل الله عز وجل بعد انتهاء الحرب اليوم تقام أول صلاة جمعة في כל יום שישי, על רחבת המסגד ההרוס, אתה רואה את הצריח בצד, אימאם מטעם חמאס, מנחיל במוחות ובלבבות את המסר של חמאס. יום עיד لنا بفضل الله وهو يوم الجمعة أن نصلي هذه الصلاة. If they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. Le président Trump veut désarmer le Hamas et déraciner l'extrémisme de Gaza. Mais אין שום סיכוי שכוח ערבי יפרק בכוח את חמאס מנשקו ברצועה, ואני גם לא רואה כוח בינלאומי שמצליח לעשות את זה. אני חושש מאוד שבסופו של דבר לא תהיה לנו ברירה אלא לקחת את המשימה הזו על עצמנו. Mais les entrepreneurs et les bâtisseurs à Gaza construisent déjà là-bas une autre réalité. כל מי שמדבר על דה-רדיקליזציה, כן? של העזתים ולעשות בתי ספר, איזה בתי, כלומר, מאיפה אתה תביא את המורים האלה? אולי לטוני בלר הפתרונים. בהנחה שהוא לא רק מביא כסף, כי עוד פעם, כסף זה הקונספציה של ה7 באוקטובר, של עם דולר אני מכופף לך אידיאולוגיה. לא עובד, תתחיל לבנות בתי ספר חדשים, תביא מורים חדשים, תעשה ספרי חינוך חדשים. Mais même si un conseil technocratique gazaoui est créé par Tony Blair pour gérer les affaires civiles, מאחורי הקלעים חמאס ימשיך לפעול וימשיך לדחוף את האנשים שמקורבים אליו. השפעתו תהיה ניכרת על מינוי האנשים ועל תפקודם במסגרת הממשל שיוקם. לא יודע, מאיפה מתחילים? les États-Unis veulent voir des villes vertes à Gaza sous contrôle israélien, tandis que le Hamas resterait avec une Gaza rouge, détruite et ravagée. הרעיון הוא מעולה. היישום... Mais les ruines sont devenues des serres dans lesquelles le Hamas fait pousser la prochaine génération du djihad gazaoui. היום באזור ההרוס, כן, חיים 99.9% מהפלסטינים. כלומר, כל הפלסטינים חיים תחת לא רק משטר חמאס, אלא מפעל התודעה של חמאס. כמובן שהסיוע פה הקטרי והטורקי הוא מאוד מאוד משמעותי. הסיוע הזה בשטח, לא רק בכספים, אלא גם באנשים שנמצאים שם ברצועה ועוזרים לו לקדם את היעדים האלה. Des centaines d'étudiants et d'étudiantes remplissent déjà l'université islamique, bastion du pouvoir du Hamas. Mais un regard à l'intérieur de Gaza 2025 révèle את הדור שנקרא Z+, החדש, שהוא בעצם הדור שאחרי ה7 באוקטובר. Voici l'un de ces jeunes représentants. لو متنا بالجنة إن شاء الله بنكون مطيور الجنة بنكون إن شاء الله. Et en voici un autre un peu moins jeune. نصبر على اللي يرضى ولا ما يرضى لا نصلي.
Un haut responsable du Hamas m'a dit il y a quelques années, vous nous voulez comme Singapour. Nous voulons Stalingrad. Gaza aujourd'hui. היא פרויקט ג'יהאד, לקראת המערכה הבאה אחרי התופן. עזה של הדור הבא תהיה חממה של חמאס והאסלאם הרדיקלי, שבה הוא מגדל את הלוחמים שלו, את לוחמי הג'יהאד. זה שונה קצת מהריביירה. זה אפילו הייתי אומר, לא רק שונה, זה מטריס מול הריביירה. אז אנחנו לא צריכים את משכנות הפאר שלכם. merci, מקביר. התפיסה הקיימת היום היא תפיסה הרסנית, היא תפיסה שהיא מייצרת בעצם את השורשים לסבב הבא של האלימות. על החורבות של שוג'עיה או בית חנון כתוב בספרי, אנחנו כאן, מסל הזייתון והזאטר, השארנו ושרדנו ואנחנו נערכים במערכה הבאה. בשנתיים וחודשיים אחרי המלחמה, היא חוזרת להיות אמירות חמאסית? היא בעצם אף פעם לא הפסיקה להיות. מ-7 באוקטובר 2023 ועד ה-9 באוקטובר 2025, כשהמלחמה בעצם מסתיימת, לא היה פעם אחת שיכולת להגיד, תשמע, חמאס על קרי תרנגולת. בכל זמן נתון חמאס הייתה הגורם הדומיננטי בעזה, גם היא מאוד מאוד פגוע וחלש. כוחו הצבאי נפגע בצורה מאוד מאוד משמעותית בעקבות המלחמה, אבל הוא עדיין שומר על מנופי השליטה האזרחית, והמנופים האלה נותנים לו את היכולת לגייס אנשים שיהיו נאמנים אליו, וככה השיטה עובדת. היא עברה הכחדת ערך. Il y a seulement quelques jours, Raad Saad a été éliminé, numéro 2 du sommet de Hamas en déclin. כמעט כל הכברת שיצאה ותכננה את 7 באוקטובר נמחקה. פשוט נמחקה. סינואר, אחים סינואר, ודק, ומרואן איסה, ואסמאעיל הנייה וסלח ארורי, 90% ממפקדי הדרג הבכיר ודרג הביניים, כלומר מג"ד ומטה, חוסלו. אבל היא נשארה. Et maintenant, elle reconstruit Gaza, ainsi que le mouvement qui traverse des changements structurels importants. חל איזה שינוי במשקולות ובדיוקן של תהליך קבלת ההחלטות בתוך חמאס. הנהגת עזה עדיין קיימת, אבל היא עברה לקטר. La direction de la Cisjordanie du Hamas aussi, celle qui est déjà à l'intérieur des territoires de l'autorité palestinienne, a un rôle et une stratégie. Des centaines de terroristes du Hamas libérés ces 2 dernières années se tiennent déjà prêts. הנהגת איו"ש, הנהגה של הגדה המערבית, מאוד התחזקה במלחמה. קודם כל, היא לא חוותה השמדת ערך כמו הנהגת עזה, וגם לא כמו הנהגת חול. שמות של אנשים שכבר לוטשים את עיניהם ללשכה המדינית, ואומרים בפירוש, אנחנו הדבר הבא. הם לא הולכים להיות אחרים, שלא נתבלבל. אנחנו כבר בחילופי דורות. מי שמצעיד את חמאס, זה אנשים שהם עבר צבאי כולם, ממוקדים באמת בסיפור הזה של הג'יהאד. וההזדמנויות האלה, אגב, יכולות לבוא אם פתאום, אנחנו מגלים שאנחנו ביום שאחרי אבו מאזן. Et c'est ici qu'il faut s'arrêter sur les secrets de la force du Hamas. גם אם אתה מאבד את בני המשפחה, וגם אם אתה נפצע קשה, וגם אם אתה כמובן מאבד נכסים, העיר שלי תחרב, אבל זה שווה עבור הג'יהאד. אנחנו מאוד מתגאים שכבר הרגנו את המג"ד השביעי בשוג'עיה. השביעי מתחילת המלחמה. תשמע, הבן אדם נכנס, יודע שמותו ודאי, אבל עדיין נכנס לאירוע הזה. תמיד יש סנסל, יש שרשרת של אנשים שמוכנים למלא את השורה. הם לא יצור שיש לו ראש, שאם אתה קוטם אותו הוא פשוט מפסיק לפעול. החטיבות והגדודים פורקו, אז עוברים לדגם אחר, גרילה. Et aussi l'absence de menace existentielle. לא הבנו את ה-DNA של עזה. ההצלחה הכי גדולה שלו הייתה השליטה על הסיוע ההומניטרי ועל חלוקת המזון, וחמאס ניצל את זה עד תום. האם אבו שבאב אי פעם, אבו שבאב ואסטל ואשרף מנסי, האם אי פעם הם היו חלופה? תראה, בדרך כלל אני זהיר, במקרה הזה אני אגיד את זה בצורה מאוד ברורה. ממש לא. אנחנו לוקחים אנשים משולי החברה הפלסטינית, כן? ואנחנו מאמינים שאלה יהיו חלופה לחמאס. ניסינו להכניס אנשי מודקה במובלעות. בהנחיית רמאללה. בהנחיית רמאללה, במעורבות המצרים. מצרים לא רוצה לשלוט ברצועת עזה. המצרים רוצים בחזרת הרשות הפלסטינית, לכן הם גם מאמנים אותם. לפחות שתהיה בך הבושה היסודית להגיד, אכן לא התכוננתי כמו שצריך. Et pendant ce temps, alors qu'en Israël, les débats se poursuivent encore quant aux raisons de l'échec et de la surprise du 7 octobre, une réalité dangereuse se forme à Gaza.
התחושה שלי שבגלל שלא תחקרנו את ה-7 באוקטובר, זרעי הקונספציה נשמרו בתודעה. GHF, חמולות, עיר הומניטרית, חזון טראמפ, הוקמה מנהלת לעידוד ההגירה במשרד הביטחון. ואתה אומר, תגיד, מה למדנו בעצם מה-7 באוקטובר? La prochaine génération fréquente déjà les mosquées, les salles de classe détruites et la Jama Islamaya. La direction extérieure cherche une alternative politique. קטר וגם טורקיה מעוניינות לשמר את חמאס במלוא עוצמתו. La direction de la Cisjordanie se renforce. هذه بمثابة خطوة أولى بتكون هناك خطوات أخرى بحول الله عز وجل. Et des ruines émerge la prochaine génération du djihad de Gaza. Ce que l'on voit d'ici ne se voit pas de là-bas. Voilà, encore pas mal de défis pour Israël. Allez, toujours plus d'infos en un temps record. Tout de suite, l'info chrono. Elle s'appelle Ordre Nouveau. C'est l'autre opération plus discrète qui est menée intensivement par les forces de sécurité israéliennes. Depuis un mois, la police traque le trafic d'armes illégales, notamment dans la région du Negev. Les résultats sont là. 3 Gazaouis entrés illégalement en Israël viennent d'être arrêtés à Rahat. Ils étaient en possession de munitions militaires volées. Depuis le début de l'opération, plus de 250 suspects ont été interpellés. On dénombre aussi une quarantaine d'expulsions. Armes militaires, lance-roquettes RPG, explosifs et plus de 50 000 munitions ont été saisies, sans parler des stupéfiants. À l'arrivée, une chute de 93% des incidents de tir dans la région, tout cela sous l'impulsion du ministre Itamar Ben-Gvir. Un grand ami d'Israël et un cher ami personnel. Les mots de Benjamin Netanyahou pour accueillir le sénateur américain Lindsey Graham. Entretien aujourd'hui au bureau du Premier ministre israélien à Jérusalem. L'élu républicain a présenté ses vœux de paix et de victoire contre le camp du mal à l'occasion de la fête de Hanouka. Inquiet des menaces pesant sur Israël, il a averti des risques de réarmement du Hamas et du Hezbollah. L'attractivité de la tech israélienne à nouveau consacrée par un géant américain annonce du renforcement du partenariat académique entre l'université de Tel Aviv et Google Israël avec le lancement d'un nouveau programme de 3 ans consacré à la recherche en intelligence artificielle et en sciences des données. L'initiative va bénéficier d'un financement d'$1 million accordé par la branche philanthropique de Google et les travaux doivent porter notamment sur les modèles de langage et la protection de la vie privée. Et puis, autre démonstration de ce qu'on vient de dire, Nvidia, autre géant américain, va construire un centre de recherche et développement dans le nord d'Israël. Nvidia, plus grosse valeur mondiale en bourse, y emploiera quelques 10 000 salariés d'ici environ 5 ans. Pour Jensen Huang, le patron du numéro 1 des puces électroniques, eh bien, Israël est comme une deuxième maison. L'installation est censée ressembler à un vaisseau spatial. Rendez-vous donc d'ici quelques années dans le nord d'Israël. Nouvelle semaine, ça veut dire nouveau dossier de la semaine. Qu'allons-nous explorer ? Un indice a été donné en fin de semaine dernière avec un deal historique conclu entre Israël et l'Égypte. Plus de 30 milliards de dollars, contrat gazier pharaonique en tout point, est censé consolider la relation parfois instable et fragile entre les voisins israéliens et égyptiens. C'est certes sous la pression de Washington que Jérusalem a accepté cette mise à jour d'un accord négocié il y a déjà quelques années, mais l'affaire prend des allures de Paris. L'énergie peut-elle encore prendre le dessus sur les divergences d'intérêts et d'idéologie au Moyen-Orient? Premier volet ce soir, on va commencer par un panorama énergétique de la région. C'est parti avec Mathieu Winding. Avant les guerres, les idéologies et les rivalités religieuses, il y a une réalité brute, le sous-sol. Pétrole et gaz façonnent depuis un siècle le Moyen-Orient. Ils expliquent des alliances, des régimes, des conflits souvent invisibles. Le Moyen-Orient concentre une part décisive des ressources mondiales de gaz naturel et de pétrole, respectivement 40 et 48% des réserves prouvées. Cette richesse a bâti des États, financé des armées, stabilisé des régimes. Dans le Golfe, la rente énergétique reste le socle du contrat politique, prospérité contre stabilité. Chaque acteur joue une partition différente. Les monarchies du Golfe exportent massivement vers l'Asie et l'Europe. Le Qatar s'impose comme superpuissance du gaz. Israël devient producteur offshore. L'Iran, lui, possède l'énergie, mais il ne peut l'écouler à sa guise en raison des sanctions. Aucune crise régionale n'est totalement détachée des ressources, frontières maritimes en Méditerranée orientale, sanctions contre l'Iran, sécurité des routes énergétiques dans le Golfe. Même quand le conflit semble être idéologique, l'énergie reste en toile de fond. Le centre de gravité se déplace, du pétrole terrestre vers le gaz offshore, des frontières fixes vers les zones économiques exclusives disputées. Ces 15 dernières années, les découvertes hors normes dans les eaux israéliennes et égyptiennes ont bouleversé les équilibres.
1000 milliards de mètres cubes pour Jérusalem, 850 milliards pour le Caire. L'énergie ne disparaît pas, elle change de forme et de ligne de fracture. Comprendre le Moyen-Orient, c'est d'abord comprendre sous la surface, car avant les missiles et la diplomatie, il y a ce que la région produit et ce que le monde ne peut pas se permettre de perdre. Et oui, même en 2025, même avec les accords de Paris sur le climat, le monde ne peut encore se passer de l'énergie fossile. Bonsoir Mathieu Winding, et merci pour ce sujet. Alors tout cela donne peut-être encore plus de sens à ce qui se passe au Moyen-Orient. Beaucoup de choses commencent sous terre et même sous la mer. Oui, exactement, David. Le pétrole, par exemple, fait naître des États au Moyen-Orient. Le gaz redessine leurs frontières actuellement. Et dans le Golfe, l'énergie va de pair avec la stabilité. En témoigne la longue relation entre Riyad et Washington. L'Iran reste un acteur isolé, mais c'est tout de même une puissance énergétique contrainte. En Méditerranée orientale, l'énergie crée de nouvelles alliances et de nouvelles tensions, surtout du point de vue d'Ankara, qui craint d'être contourné par les grands projets qui relient Israël, Chypre et la Grèce. D'ailleurs, demain se tient à Jérusalem un sommet tripartite entre les trois pays. Et outre la défense, c'est un sommet sur la coopération énergétique. Plusieurs thèmes et dossiers seront abordés. Par exemple, un câble sous-marin reliera les trois pays, ce qui aura pour conséquence de relier Israël au réseau énergétique européen. Et c'est une première. Ensuite, le gaz naturel sera évoqué avec le gisement Aphrodite, qui est partagé entre Chypre à 85% et Israël à 15%. Et finalement, le sujet du corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, qui est soutenu par les États-Unis. C'est un projet qui vise, on le rappelle, à relier l'Inde, le Moyen-Orient, Israël et l'Europe, et ce, au moyen d'infrastructures, de transport et d'énergie. Donc, dans la région, la vraie carte stratégique n'est pas toujours politique, elle est d'abord géologique. Voilà, un rappel important effectivement par les temps qui courent. Merci beaucoup Mathieu Winding. Et on va tenter de mettre en ordre toutes ces idées avec un expert ce soir, Francis Perrin. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste des problématiques énergétiques. Vous êtes chercheur associé également au Policy Center for the New South de Rabat. Alors question simple, au moins en apparence, est-ce qu'on peut comprendre les rapports de force aujourd'hui au Moyen-Orient sans partir quand même de l'énergie comme point de départ ? Ce n'est pas possible. Bien sûr, je ne veux pas dire par là que l'énergie permet de tout expliquer à 100%. Ce n'est pas le seul facteur important quand on parle d'économie et de géopolitique moyen-orientale. Mais c'est un facteur décisif. Vous venez d'ailleurs de le rappeler dans le sujet, il y a quelques minutes. Le Moyen-Orient, c'est le centre du système pétrolier et gazier mondial. Je reviens sur les chiffres que vous avez cités à juste titre. C'est à peu près un peu moins de 50% des réserves prouvées mondiales de pétrole, l'énergie numéro 1 dans le monde, et à peu près 40% des réserves prouvées mondiales de gaz naturel, l'énergie numéro 3. Numéro 2 étant le charbon, ça il n'y en a pas au Moyen-Orient. Donc quand on a un sous-sol d'une telle importance, que l'on a dans cette région des pays qui sont de grands exportateurs de pétrole, de grands exportateurs de gaz naturel liquéfié, et des pays pour lesquels les hydrocarbures, pétrole et gaz sont aussi importants pour l'économie, pour le développement de ces pays, pour le financement des États, pour le budget, pour les recettes d'exportation, on ne peut pas effectivement comprendre cette région sans se pencher de façon approfondie sur les problématiques énergétiques et leurs enjeux économiques et géopolitiques. Alors c'est presque un message d'espoir que vous nous donnez ce soir, parce que vous pensez donc qu'au Moyen-Orient, l'énergie, gaz et pétrole, ça peut avoir encore un poids supérieur à l'idéologie, c'est-à-dire ça peut dicter les alliances, les postures, davantage que les considérations politiques ou idéologiques. Là, on pense par exemple ici aux relations d'Israël avec des pays comme l'Égypte ou la Turquie, en quelques mots. La politique, bien sûr, compte. L'idéologie compte, la religion compte, les aspects culturels comptent, il ne faut jamais les sous-estimer quand on s'intéresse à la géopolitique mondiale ou régionale, ici celle du Moyen-Orient. Mais l'énergie, notamment les hydrocarbures, pétrole et gaz, c'est un élément absolument essentiel, c'est un facteur structurant de ce qui se passe dans cette région et dans le reste du monde. Rappelons que vous avez dit tout à l'heure à juste titre que le monde ne peut pas encore se passer des énergies fossiles. Pétrole, gaz naturel, c'est à peu près 55% de la consommation mondiale d'énergie. Pétrole, gaz naturel, charbon, mais il n'y a pas de charbon au Moyen-Orient. Quasiment pas, c'est 80% de la consommation mondiale d'énergie. Donc pour n'importe quelle région, pour n'importe quel pays du monde, pour n'importe quel État du monde, ce qui touche à l'énergie,
à la sécurité des approvisionnements, au lien entre énergie et compétitivité de vos systèmes industriels. Énergie, environnement, climat, ces questions sont des questions majeures au Moyen-Orient, bien sûr, mais aussi dans le monde entier. Ouais, donc quand vous dites facteur structurant, ça veut dire aussi que ça explique le gaz et le pétrole, la stabilité de certains régimes, en particulier le royaume saoudien qui entretient, grâce à son pétrole, on le sait bien, c'est cette relation très solide avec les États-Unis. Merci infiniment ce soir d'avoir été avec nous, Francis Perrin. Je rappelle que vous êtes expert notamment des énergies. Changement de décor, l'Europe confrontée à la recrudescence toujours de l'antisémitisme. Et on part en France. D'après les informations de nos confrères d'Europe 1, 2 étudiants ont été exclus d'une résidence universitaire à Pessac, c'est près de Bordeaux, après la diffusion de messages antisémites d'une extrême violence sur un groupe WhatsApp, un groupe qui réunit des résidents de cités universitaires du Crous. Pour en parler, Anna Papiashvili qui est avec nous depuis nos studios parisiens. Bonsoir Anna. Alors il est question de propos appelant explicitement ni plus ni moins à l'extermination des Juifs. Bonsoir, oui, les faits remontent à début novembre sur cette messagerie, un collectif WhatsApp. Plusieurs propos appelant explicitement à l'extermination des Juifs ont été publiés. Et l'un des auteurs écrivait notamment, je cite, « J'espère devenir président, je ferai le double du génocide de 39-45 », tandis qu'un autre affirmait, je cite, « Il n'y aura plus de Juifs, je vais exterminer tous les Juifs », évoquant également son intention d'acheter le livre Mein Kampf. Alors alerté, la direction du Crous de Bordeaux-Aquitaine a aussitôt saisi les autorités judiciaires conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale et transmis un signalement au parquet. La cellule de lutte contre la radicalisation de la préfecture de la Gironde a également été mobilisée et les établissements d'enseignement supérieur concernés ont été informés. Voilà ce qu'a précisé nos confrères d'Europe 1, ce qu'ont précisé nos confrères d'Europe 1. 2 étudiants donc formellement identifiés comme auteurs de ces messages ont été convoqués en concertation aussi avec le Crous et le rectorat. Eh bien, le Crous a décidé de leur exclusion immédiate de la résidence universitaire. L'organisme a par ailleurs condamné avec la plus grande fermeté ces propos, rappelant son opposition à toute forme de discrimination ou de violence. De son côté, le parquet de Bordeaux a confirmé l'ouverture d'une enquête pour menace de mort réitérée en raison de la religion et provocation publique à la discrimination. L'université de Bordeaux a par ailleurs convoqué une commission disciplinaire qui devra statuer sur les sanctions académiques à venir. Les investigations sont toujours en cours pour identifier l'ensemble des étudiants qui auraient pu tenir des propos antisémites. Merci beaucoup Anna Papiashvili, réalité très préoccupante en ce moment sur les campus de France. Et d'ailleurs, on va rester en France également pour commenter ce sondage IFOP qui révèle qu'un tiers des musulmans qui vivent dans l'Hexagone estiment que la charia devrait s'appliquer, la loi islamique, dans le monde entier. Une enquête qui met en évidence des clivages marqués selon l'âge et aussi des perceptions contrastées de la démocratie et des normes occidentales. Résultat qui relance évidemment le débat sur l'intégration, sur la laïcité et même sur la cohésion nationale. On interroge ce soir pour en parler Naïm Bestanji. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes essayiste et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile, qui est paru chez Céramis. Alors, d'abord, inquiétant ou pas pour vous ce résultat? Comment interpréter ce chiffre de 33% quand même dans le contexte français actuel? Est-ce que c'est le signe d'une radicalisation ou bien c'est le reflet d'une diversité d'interprétations religieuses quelque part? Parce que certains diront qu'il y a quand même 67% des musulmans de France qui ne pensent pas comme ça aujourd'hui. Alors c'est un peu les deux. Il faut savoir que l'extrémisme musulman domine aujourd'hui la théologie dans l'islam et que par définition un extrémisme religieux est fortement prosélyte. Il y a la volonté depuis plusieurs décennies maintenant de ce que les islamistes nomment la réislamisation des musulmans dans les pays musulmans aussi, et notamment surtout en Europe où il y a une minorité importante de musulmans. Donc ça fait plusieurs décennies qu'ils mènent un prosélytisme forcené, notamment en France, dans les quartiers populaires, que ce soit physiquement, que ce soit ensuite à travers les chaînes satellitaires dans les années 90, les cassettes audio, les DVD, et puis aujourd'hui Internet. Et il y a la volonté de faire passer leur message, leur interprétation effectivement de l'islam, ce qui fait qu'aujourd'hui, une partie des musulmans qui connaissent l'idéologie des frères musulmans se reconnaissent, le disent, parce que, rappelons-le, c'est un sondage. C'est un sondage qui sonde des personnes qui donnent leur avis. Et donc ces personnes
certaines consciemment disent adhérer tout ou partie à l'idéologie des frères musulmans, mais vous en avez d'autres qui considèrent qu'elles n'adhèrent pas à cette idéologie, mais qui pourtant, dans leur interprétation de l'islam, prend d'énormes choses qui sont issues de l'idéologie des frères musulmans, mais ils ne le savent pas. Ils considèrent que c'est l'islam tout court. Donc 33%, selon moi, c'est un chiffre qui est minoré entre ceux qui considèrent adhérer totalement à l'idéologie, ceux qui considèrent y adhérer tout ou partie, et ceux qui y adhèrent sans même le savoir. Alors, distinguer effectivement, évidemment, entre islam et islamisme. Alors justement, ce serait quoi la différence pour vous entre une adhésion personnelle, on va dire, à des normes musulmanes, religieuses, islamiques, et puis le souhait d'un système juridique qui soit global, qui soit mondial, fondé sur la charia ? Alors, il y a d'un côté l'adhésion à un système de valeurs qu'on considère comme personnel, et puis il y a de l'autre l'adhésion à ce système de valeurs qui doit être appliqué à tout le monde. C'est ça la grande différence, c'est-à-dire que les musulmans qu'on considère comme progressistes considèrent que leurs valeurs religieuses leur appartiennent. Leur est personnel. Donc, ils ne souhaitent pas être reconnus dans la société comme musulmans, mais comme simples citoyens. Donc, ils vont pas afficher leur religion à droite et à gauche. Ils vont pas revendiquer des choses au nom de leur islamité. Ils ne vont pas demander des aménagements ou demander des privilèges à la société au nom de leur liberté religieuse qui serait supérieure aux lois de la République. Alors que les extrémistes, eux, considèrent que l'islam doit s'être appliqué de partout. D'abord pour que eux-mêmes puissent appliquer leurs propres valeurs religieuses n'importe où, mais aussi parce qu'ils veulent que l'ensemble des musulmans d'abord et du reste de la société ensuite soit deviennent complètement musulmanes, soit, pour les réalistes, que la société accepte ou adopte des valeurs qui correspondent à celles de l'islamisme et qui, pour l'instant, qui est contraire pourtant aux valeurs notamment des droits de l'homme. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une affaire de génération quelque part ? Est-ce que les jeunes générations montreraient plus d'attitudes significativement pro-islamistes que les plus anciens quelque part en France ? Est-ce qu'il y a une évolution dans le sens des générations ? Et d'ailleurs, pourquoi, si c'est le cas ? Oui, il y a plus de jeunes aujourd'hui qui adhèrent à cette idéologie-là. Il faut se souvenir, ou en tout cas il faut le savoir, c'est que déjà à la fin des années 80 et dans les années 90, des jeunes donc qui sont nés en France, dont les parents sont venus notamment du Maghreb ou de Turquie, voulaient faire la leçon à leurs propres parents sur la religion. C'est-à-dire que les personnes qui étaient venues du Maghreb avaient un islam qui était plutôt culturel, traditionnel, ce qu'on appelle un islam modéré, même si j'aime pas ce terme, alors que les jeunes qui sont nés ici, ceux qui sont nés ici, ont été baignés par des discours islamistes, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers les moyens que j'ai rappelés. Les jeunes sont encore plus imprégnés de cela grâce aux réseaux sociaux. Je donne un seul exemple. Il y a un prédicateur salafiste qui s'appelle Nader Abou Anas. J'ai discuté avec des lycéennes. Je leur ai dit que ce prédicateur est un extrémiste, est un salafiste. Elles ont été choquées, elles se sont énervées parce qu'elles ont dit non. C'est juste un simple musulman, c'est juste un simple imam. C'est-à-dire que l'interprétation radicale de ce monsieur est considérée par ces jeunes filles comme l'islam tout court parce que c'est la seule interprétation à laquelle elles ont pu accéder à travers TikTok, YouTube ou Instagram. Effectivement, donc le rôle des réseaux, en tout cas, vérifie aussi l'impact de ce type de résultats sur les politiques d'intégration en France et aussi sur la notion de laïcité sur le long terme, notamment concernant les nouvelles générations. Merci beaucoup à vous, Nahem Bestanji, d'avoir été ce soir en direct avec nous. Merci pour cette analyse très enrichissante. Et puis, on est exactement une semaine après l'attentat antisémite de Sydney. Ce dimanche avait lieu l'allumage de la 8e bougie de Hanouka sur les lieux mêmes de l'attaque. Beaucoup de monde, y compris le Premier ministre australien, Albanese, qui n'a pas échappé, vous allez le voir, aux huées du public. Image commentée par Eva Fasseli. Une semaine après l'attentat terroriste antisémite de Bondi Beach, l'Australie se recueille. Dimanche, la nation a observé une journée de commémoration en mémoire des 15 victimes tuées lors d'une attaque armée visant un rassemblement pour la fête de Hanouka. À 18h47, heure exacte du début de l'attaque, une minute de silence est respectée dans tout le pays. Les télévisions et les radios interrompent leur programme. Sur la plage de Bondi, 20 000 personnes, selon les organisateurs, se rassemblent. La cérémonie se déroule sous haute sécurité. Policiers, tireurs d'élite sur les toits, bateaux de police en mer. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, est présent. Mais son arrivée est marquée par de vives huées.
Des slogans l'accusent de ne pas représenter le pays et de faire preuve de complaisance face au djihadisme. Assis au premier rang, portant une kippa, Anthony Albanese ne prend pas la parole. Il est sous pression alors que des critiques estiment que son gouvernement n'a pas fait assez pour endiguer la hausse de l'antisémitisme depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Lors de la cérémonie, les représentants de la communauté juive réclament la création d'une commission d'enquête indépendante. Ils demandent que toute la lumière soit faite sur les failles éventuelles des services de sécurité. L'attaque est traitée comme un acte de terrorisme visant des juifs. Les autorités estiment que les assaillants étaient inspirés par l'État islamique. Les patrouilles ont été renforcées dans tout le pays. Anthony Albanese annonce une révision des agences de sécurité et de renseignement ainsi qu'un programme national de rachat d'armes après la mise en évidence de failles dans les contrôles. À Bondy, les participants sont invités à allumer une bougie en ce dernier jour de Hanouka. Un symbole de lumière et d'espoir face à la terreur. Voilà, la lumière qui a commencé à briller donc d'Australie tout à l'heure, 8e bougie donc ce soir dans le monde entier, à commencer par Israël ce soir. C'est la fin de cette grande édition. Tout de suite, Regard croisé, c'est en compagnie de Myri Maman comme chaque dimanche et au menu ce soir notamment le Chili et la victoire de José Antonio Cast, un nostalgique de Pinochet et un fils aussi d'un ancien nazi dans le grand angle. Zoom sur la Turquie également. Donc c'est tout de suite avec Myri Maman dans Regard croisé. Très bonne soirée à tous sur i24 News.